Alors, bonjour madame, bonjour monsieur. Mon nom est Alain Rioux. Tel que promis, je reviens pour continuer concernant le projet de loi numéro 15. La DPJ d'aujourd'hui n'est pas ce qu'elle devait être a priori. Il devait avoir une structure au-dessus de la DPJ avant que la DPJ saisisse les tribunaux et qu'elle fasse tout ce qu'elle veut. On a mis tout le pouvoir entre les mains d'une seule personne juridique. Et le malheur est là. Ça n'a jamais fonctionné. On fait réforme après réforme après réforme et on n'arrive pas à régler la situation. Et là, aujourd'hui, on fait pire que jamais. On va donner encore un pouvoir encore plus grand à cet organisme-là qui ne fonctionne pas correctement. Il faut qu'il y ait une structure au-dessus de la DPJ. Une structure indépendante qui puisse donner des services à la famille avant que on passe aux tribunaux et qu'on mette tout ça dans les mains de des jeunes intervenants de 20 ans. À la fin de notre mémoire, à partir de la page 200 et suivante, vous allez pouvoir aller consulter l'avant-projet de loi de 1974 qui avait été déposé à l'Assemblée nationale. Vous voyez, c'est un document où les feuilles sont encore jaunes. J'ai réussi à l'obtenir de la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Le document n'est pas publié à nulle part. Il n'avait pas été numérisé. Personne ne connaît son existence ou presque aujourd'hui. Je suis peut-être le seul à l'avoir eu. Et je le dépose. Il a été déposé. Il est entre les mains des députés qui vont siéger sur cette commission. Et c'est pas compliqué. Il faut mettre une structure au-dessus de ça. Il faut mettre une loi claire. Et je le répète encore, les Nations unies l'ont dit. Il y a beaucoup trop de placements inutiles d'enfants. On va passer à un prochain amendement. On demande, par exemple, que le directeur transmette sans délai son projet alternatif à l'enfant et à ses parents. Parce que là, le rapport de Régine Laurent demande que, aussitôt qu'un enfant est sujet à une intervention de la DPJ, que la DPJ rédige immédiatement un projet de vie alternatif. Avant ça, dans la jurisprudence, ça ne fonctionnait pas, cette chose-là, parce que les juges disaient qu'il ne fallait pas agir trop rapidement et de manière hâtive. Là, on va dans le sens contraire, on demande d'accélérer les choses. Donc, on demande que le projet alternatif soit transmis aux parents. 4.2, on veut que ce soit clair que toute intervention auprès de l'enfant et de ses parents en vertu de cette loi-là permette à ses parents de participer dans la décision et dans le choix des mesures qui les concernent. Seuls des motifs sérieux pourront justifier un manquement du directeur à cette obligation. À l'article 4.4, dans l'intervention auprès de la famille, de remplir pleinement et entièrement l'obligation d'offrir un service de première ligne approprié et nécessaire à l'enfant et à sa famille, à moins qu'aucune ressource ne soit disponible. Donc, dans le rapport Laurent, on en parle, le ministre en parle, on en parle partout, sauf que dans la loi, c'est pas écrit. Donc là, on nous dit dans le rapport Laurent, oui, il faut donner des soins, mais c'est pas écrit dans la loi. Qu'est-ce qui va se passer quand la DPJ va aller au tribunal? Les juges ne commenceront pas à lire le rapport Laurent, là. Le rapport Laurent, après ça, c'est fini. Il ne sert plus le rapport Laurent après, là. C'est la loi qui va être appliquée au tribunal. On va appliquer la loi. Donc, il faut que les choses soient claires dans la loi. Donc, on demande qu'il y a une obligation d'offrir des services de première ligne appropriés et nécessaires à l'enfant et à sa famille, à moins qu'il n'y en ait pas dans leur région. Et, point important, à cet égard, la famille peut bénéficier des composantes de la rétribution et des compensations monétaires pertinentes, telles que convenues
dans les ententes collectives entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et les ressources de type familial. Les familles d'accueil, si l'enfant a besoin d'aller chez le dentiste ou que l'enfant a besoin d'aller à l'hôpital ou n'importe quoi qui a besoin de soins, quand il embarque dans le char pour emmener l'enfant, il charge au gouvernement. Ils sont payés pour. OK? Les familles d'accueil gagnent déjà de 2500 à 4000 par enfant par mois. Et quand ils font quelque chose, ils ont toutes sortes de petites rétributions et toutes sortes de petites compensations monétaires. Et on pense que si la famille et l'enfant ont besoin de soins, pourquoi? Pouvez-vous me dire pourquoi on n'aiderait pas financièrement la famille et l'enfant alors qu'on donne 300 millions de dollars aux familles d'accueil par année? Pourquoi on n'aide pas la famille et l'enfant avec quelques petites rétributions et compensations comme c'est écrit dans l'entente collective avec la Fédération des familles d'accueil? Il me semble que c'est tout à fait normal, non? Et là, si ça coûte trop cher ou qu'ils ont de la difficulté, ben là, on les accuse de négligence sur les soins de la santé. Et on place l'enfant en famille d'accueil. Mais on ne lui donnera pas une scène. Mais s'il ne s'occupe pas de tous les petits soins, les autres sont accusés de négligence, les parents biologiques. La famille biologique est accusée de négligence sur le plan de la santé. Mais les rétributions et les compensations monétaires qu'on donne aux familles d'accueil, on ne les donne pas aux familles biologiques. On veut que ce soit inscrit dans la loi. Seuls des motifs sérieux et raisonnables peuvent justifier un manquement du directeur à ses obligations. Donc, l'obligation d'offrir les services de première ligne. Et deuxièmement, si on conseille des services de première ligne, ben qu'on donne les composantes qu'on donne aux familles d'accueil. Si c'est l'intérêt de l'enfant qui passe avant la famille biologique, les services de santé, les soins de santé, c'est à l'enfant, c'est pas à la famille biologique qu'on les donne. Mais c'est la famille biologique qui en prend soin. Pourquoi qu'on ne donnerait pas les mêmes rétributions qu'aux familles d'accueil? Donc, voilà pour les modifications de l'amendement numéro 5. Parce que sinon, le reste, ça devient un vœu pieux qui peut être repoussé au bon vouloir de n'importe quel intervenant. Et là-dessus, comme on dit dans le mémoire, on rappelle les enseignements d'un juge de la Cour suprême du Canada qui disait « Les experts ne sont pas toujours mieux placés que les parents pour évaluer les besoins de l'enfant. » Et pourquoi? Parce que dans beaucoup de dossiers, les experts se contredisent. Et dans ce cas-là, quand on parle de l'intérêt de l'enfant, l'expert, c'est qui? C'est la DPJ. On va y aller avec l'amendement numéro 6. Donc, l'article 5 est remplacé par les articles 5.1, 5.2 et 5.3. Les personnes qui ont des responsabilités dans la présente loi, c'est-à-dire, si vous voulez, les intervenantes de la DPJ, sont appelées à prendre des décisions à son sujet, doivent informer aussi complètement possible. On rajoute ceci. Doivent informer l'enfant et les titulaires de l'autorité parentale par écrit le plus tôt possible et leur expliquer. Les informer par écrit le plus tôt possible et leur expliquer aussi complètement possible quels sont leurs droits en vertu de la présente loi, particulièrement les droits prévus à la présente section
sans s'y limiter. Parce qu'on sait que dans bien des cas, les parents ne sont pas informés. Tout ce qu'on leur dit, là, vous avez le droit d'être représenté par avocat. Et dans une majorité des cas, c'est à peu près tout ce qu'on leur dit. En vertu de cet article-là, qui dit que les personnes qui sont appelées à prendre des décisions doivent informer les parents et l'enfant aussi complètement que possible. Donc, on dit aux parents, vous avez le droit de prendre un avocat. On part avec l'enfant, venez vous défendre au tribunal. Donc, nous, on demande que ces parents-là soient informés par écrit. Et après ça, si on ne les informe pas comme du monde par écrit, on aura de recours. L'article 5.2. Lorsqu'une intervention en vertu de la présente loi, un enfant et ses parents doivent obtenir, incluant la description des moyens de la protection de réadaptation, blablabla. En vérité, selon la loi sur la santé, tous les usagers ont droit à un plan d'intervention. Et les intervenants de la DPJ ne peuvent pas passer à côté de ça. Donc, on rajoute dans cet article-là que les parents doivent obtenir un plan d'intervention conforme à la loi sur la santé et les services sociaux. Un plan conforme à la loi. Et il y a les articles 10 dans la loi sur la santé, les articles 100, 101 ou 102, je ne me souviens pas. Et ça, c'est pas tout le temps respecté. Il y a plein de plaintes aux protecteurs du citoyen parce que des familles, la DPJ intervient dans la famille et ne leur donne pas de plan d'intervention. Et en vertu de la loi, l'usager a le droit de participer au plan d'intervention. Extrêmement rare que les enfants et les parents puissent participer à l'élaboration du plan d'intervention. Pourtant, c'est la loi. Et on a même vu des cas où des parents ont fait plainte au commissaire aux plaintes pour dire on n'a jamais reçu de plan d'intervention. Donc là, le commissaire aux plaintes appelle la DPJ, dit bon, cette famille-là nous dit que vous ne leur avez pas donné de plan d'intervention. La DPJ produit de faux plans d'intervention qui n'ont jamais été remis aux parents et accuse les parents d'avoir refusé de signer les plans d'intervention qui n'avaient jamais été faits. Et on a des preuves tangibles de ça. Et ça, c'est un acte criminel de produire des faux documents quand vous travaillez pour le gouvernement. Mais la DPJ jouit de l'immunité. On ne peut pas poursuivre la DPJ comme ça, là. L'article 35 protège. Donc là, les parents ont fait une plainte à la Sûreté du Québec. La division des crimes majeurs a demandé pour enquêter. Mais dans ces cas-là, la division des crimes majeurs et les policiers ne peuvent pas parler aux intervenants. Les intervenants refusent de parler aux enquêteurs. Alors là, qu'est-ce qui reste comme possibilité? Il faut que l'enquêteur demande un mandat à un juge pour enquêter sur des intervenants. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Le juge ne donne pas de mandat. Donc, la DPJ dit oui, on a produit des plans d'intervention, c'est juste que les parents n'ont pas voulu les signer. Mais il n'avait jamais donné de plan d'intervention à ces parents-là. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais c'est un cas prouvé. Donc, à moins que les parents refusent et que le refus soit consigné par écrit, l'enfant et ses parents participent à l'élaboration initiale ou à toute modification qui va venir après. Si le plan d'intervention, le parent il participe avec l'enfant, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais on inscrit le droit de participer à l'élaboration du plan d'intervention avec les intervenants. Et là, s'ils ne veulent pas, bon, il y a un plan qui est fait, puis on ne se limite pas au plan d'intervention, on parle du plan de service individualisé. C'est possible qu'il y ait un service qui ait différents services.
un plan de service de première ligne. Donc là, on nous parle de services de première ligne, on veut offrir des services de première ligne, bla 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 bla, Madame Laurent, Monsieur Carman, partout à la télévision, on va donner des services de première ligne. Il n'y a rien dans la loi. Il n'y a rien. Donc, on veut que on inscrive à l'article 5.2 que les parents ont le droit également de participer au plan de service de première ligne et on rajoute également un plan de visite supervisé modulable ou tout projet alternatif. Les visites supervisées, on va y venir plus loin dans le mémoire. La loi ne parle même pas, à nulle part, de visites supervisées. Il n'y a rien dans la loi sur les visites supervisées. Et il y en a plein de visites supervisées qui sont ordonnées. On va y venir plus loin. Mais les visites supervisées, vu qu'il n'y a rien dans la loi, encore une fois, donc les juges ont fait jurisprudence et les juges ont décidé qu'on ne pouvait pas faire les intervenants ne pouvaient pas faire de visites supervisées sans qu'il y ait une ordonnance. Il faut que ce soit ordonné par un juge. Mais le juge, il n'a jamais rencontré l'enfant, il n'a même pas parlé. Comment est-ce qu'il pourra décider si c'est bon ou si c'est pas bon d'avoir des visites supervisées s'il n'a même pas vu cet enfant-là? C'est la DPJ qui le demande et c'est toujours ordonné. Aussitôt qu'on enlève un enfant, un parent de la vie de son enfant, il s'en va aux visites supervisées souvent, si le parent s'oppose à la DPJ, c'est presque automatique. C'est les visites supervisées. Donc, on demande, nous, que ce soit un plan de visite supervisée modulable. C'est-à-dire que là, de la façon dont la jurisprudence fonctionne, il faut que ce soit le juge. Et là, il y a plein de parents qui se plaignent, qui nous appellent, qui nous disent, ben là, on n'est pas capable, on aimerait voir l'enfant un petit peu plus souvent. Qu'est-ce que l'intervenant répond? Ah, il faut respecter l'ordonnance du tribunal. Il faut respecter l'ordonnance du tribunal. Mais l'ordonnance du tribunal, c'est l'intervenante qui l'a demandé. Après ça, quand un coup que l'ordonnance est faite, plus de changement. Les changements, c'est qu'on diminue. Donc, un plan modulable de visite supervisée. 5.3. Dans l'intérêt de l'enfant, les parents de l'enfant et l'enfant lui-même peuvent faire valoir les motifs pour lesquels ils n'acceptent pas les mesures suggérées et discuter avec le directeur de mesures qu'ils croient eux-mêmes opportunes, et ce, peu importe la nature des mesures et le stade de l'intervention à être révisé, ou s'il existe un fait nouveau nécessitant un changement de mesure. Et ça, cette merveilleuse idée-là, elle vient de l'avant-projet de loi de 1974. C'est-à-dire que la DPJ était au niveau inférieur. Au niveau supérieur, c'est un organisme provincial central qui traitait les signalements. Et au milieu, vous aviez deux organismes régionaux, un comité de surveillance et un comité régional qui allait faire l'enquête auprès des parents et qui proposait des mesures. Mais dans la loi, on avait prévu, on respectait dans cet avant-projet de loi-là la primauté parentale. Et pour ce motif-là, dans la loi, et le texte de l'article 5.3 qu'on propose, c'est mot pour mot une copie de, je pense que c'est l'article 60 de l'avant-projet de loi de 1974, c'est mot pour mot. Donc, les parents pouvaient proposer d'autres solutions. Et comme le dit le juge Lheureux Dubé de la Cour suprême, souvent les experts savent pas mieux que les parents c'est quoi le besoin de l'enfant. Et c'est tout à fait normal. Ils rencontrent un enfant pendant 1 heure de temps, ils font un rapport, mais les parents vivent à l'année longue avec cet enfant-là. Donc, c'est tout à fait légitime
Et comme le dit le juge aussi, deux experts différents vont avoir deux points de vue différents qui souvent vont se contredire. Pourquoi on prendrait même pas le temps d'écouter le parent? Et aujourd'hui, on le fait pas. On impose. On agit comme une police. On rentre, après ça, on impose et on saisit le tribunal et on ordonne. C'est ça le principe de la DPJ aujourd'hui. Mais dans l'avant-projet de loi de 1974, on offrait aux parents une dernière possibilité. Avant que la DPJ puisse saisir le tribunal, l'organisme régional rencontrait les parents, proposait des mesures aux parents, et ensuite la DPJ avait 21 jours pour conclure une entente, disons, volontaire avec ces parents-là, mais pendant ce temps-là, les parents avaient le droit de proposer des nouvelles mesures ou des changements à ces mesures-là pour ajuster la situation aux besoins de l'enfant et aux possibilités de la famille. C'est logique. Et c'était ça l'avant-projet de loi de 1974 sur lequel est fondé le mémoire de famille biologique. Le mémoire de famille biologique est fondé sur des choses qui sont très bonnes dans le temps de Robert Bourassa. Donc, peu importe la nature des mesures, à l'article 5.3 qu'on propose, les parents peuvent proposer ce qui leur apparaît meilleur ou plus approprié pour la situation de leur famille. Et ça fait du sens, c'est complètement logique. Parce que là, de la façon que ça se passe, les parents sont informés à la dernière minute. Ils n'ont pas le temps de se virer de bord. On leur impose les choses. L'article 5.3 qu'on propose dans notre mémoire, dans le fond, cet amendement-là, c'est l'ancien article 61 de l'avant-projet de loi de 1974. Donc, pour résumer la situation aujourd'hui, ce n'est pas un droit de s'opposer à la DPJ. C'est prendre un risque énorme de s'opposer à la DPJ. Et je reviens au mot magique, la collaboration avec l'État. Si vous ne collaborez pas, vous courez un risque sérieux. Et avec la nouvelle mouture du projet de loi 15, et comme le dit François Legault, c'est un avertissement, dorénavant, la DPJ va passer avant la famille biologique. Je vous lis, pour terminer, ce que disait le juge Lheureux Dubé. Le recours à l'opinion d'experts pour établir l'intérêt de l'enfant ne devrait pas devenir une exigence courante. Les témoignages d'experts, bien qu'utiles dans certaines circonstances, sont souvent non déterminants et contradictoires parce qu'elles sont influencées par des valeurs et des préjugés professionnels des experts eux-mêmes. Les experts ne sont pas toujours mieux placés que les parents pour évaluer la situation de l'enfant. Juge Lheureux Dubé, Cour suprême du Canada en 1993. Alors je reviens. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne fin d'après-midi. Que l'amour soit véritable, que l'amitié reste durable, que nos conflits demeurent conciliables, que notre mort ne soit pas brutale, que nos enfants soient très joyeux, que nos jeunes gens restent bien heureux, que le bonheur
fortune, que notre vie ne soit pas obscure et que la paix mène enfin le monde. Que le respect soit manifeste, que l'espérance reste infinie, que nos souffrances demeurent supportables, que la vieillesse ne soit pas triste, et que la paix mène enfin le monde. Partout dans ce monde. Bien, je ne vous demanderai rien, et vous en étiez douté que moi, je ne faisais que passer. Oui, moi, je ne faisais que passer.